de fleur-thérapie avec l'association de Soissons Thérapie. Donc j'espère que vous avez passé une très très bonne soirée. Je remercie le club de Buche pour nous avoir prêté la salle aussi, très important, une très belle salle. Brigitte Avril et les membres ont autorisé d'installer et transformer la salle, que nous allons remettre très vite en place après, parce que les joueurs, mardi matin, on parle de lundi, on parle de je ne vais pas dire grand-chose, je veux seulement dire que vous avez passé certainement une très bonne soirée. Cette soirée vous est offerte par le Fédéral du tourisme et la société, bien sûr, l'association Thérapie. Je vais vous présenter les trois conteuses de ce soir. Marité, Denise, Christiane, une autre flûteuse, Catherine. Et voilà, moi je souhaite une très très bonne soirée à vous tous. Et après, encore un petit mot d'amitié à la fin pour finir cette soirée. Voilà. On dit que les conteurs sont des menteurs. Eh bien, ce n'est pas vrai. Nous qui sommes des conteuses, on peut vous dire qu'on n'est pas des menteuses. Pas vrai, Christiane? C'est vrai. Et en plus, les contes ne sont pas faits pour être crus, ils sont faits pour être doux. Non, je ne sais pas vous, mais moi je dis il est fêlé. Eh bien, figurez-vous qu'en arabe, le mot fêlé et le mot poète, ils ont la même racine. Il paraît que là-bas, on fait des jeux de mots avec ces deux termes. Et il y a un proverbe là-bas qui dit « Bienheureux les gens fêlés, car ils laissent passer la lumière. » Eh bien, moi, ça me rappelle le conte d'un vendeur d'eau. Et ce vendeur d'eau, là-bas, au Maghreb, il avait attaché à chaque extrémité d'un bâton un pot en terre. Et il descendait, il mettait le bâton déjà sur ses épaules, et il descendait au fond d'une vallée profonde où il y avait coulé une source d'eau pure. Là, il remplissait ses pots, et puis il remontait. Et vous savez, la pente était raide, il faisait chaud, il y avait des pierres qui roulaient là sous ses pieds, et quand il arrivait en ville, il était épuisé. Il vendait son eau, et puis s'en retournait au fond de la vallée. Bon, c'était son métier, vendeur d'eau. Et voilà qu'un jour, le pont qui était à gauche, le pont en terre, il était fêlé. Et quand le vendeur d'eau il arrivait en ville, eh bien, il avait déjà perdu la moitié de son eau. Alors un jour, le pont fêlé, il a dit à son maître, « J'ai honte. » Et son maître a dit, « Mais pourquoi ? Mais enfin, tu vois bien que je perds la moitié de mon eau quand tu arrives et je peux vendre. Alors, change-moi, prends un pot neuf. » Et le vendeur d'eau, il m'a dit, « On voit que tu es comme tous les fêlés, Tu ne regardes jamais le chemin par terre, tu as toujours la tête dans les étoiles. Mais demain matin, quand je remonterai cette pente si pénible, regarde par terre et tu comprendras. » Eh bien, le lendemain matin, le vendeur d'eau, il est retourné au fond de la vallée. Je vous l'ai dit, c'était son métier. Et de nouveau, il est allé remplir ses pots de terre. Et quand il est remonté, le pot fêlé, il a regardé par terre. Et là, par terre, il y avait un tapis de fleurs de toutes les couleurs. De l'autre côté, il n'y avait rien. Et le vendeur d'eau lui a dit, « Tu vois, quand j'ai vu que tu étais fêlé, j'ai jeté quelques graines par terre. Et toi, tu les as arrosées. Et puis des fleurs ont poussé. Et moi, maintenant, quand je remonte cette pente si difficile, je regarde par terre. Et le chemin me paraît si léger. Alors, bien heureux les gens fêlés, car ils laissent passer la lumière. » Eh bien, moi, je vais vous parler de cet homme et de cette femme. Ils avaient tout ce qu'il fallait pour être heureux.
femme est passée là, sous le cerisier en fleurs. Elle s'est assise là dans son ventre. Elle allait être maman. Alors, bien sûr, elle a informé son mari, ces deux-là, ils avaient le cœur rempli de joie. Et lui, et elle, ils ont fait tous les deux là, comme font tous les futurs parents. Lui, il s'est mis à repeindre la chambre, à la refaire tout en neuf. Il a pris du bois, il a scié, raboté, poncé, collé, et il a fait là un magnifique petit lit à barreaux pour le bébé. Et elle, elle a pris ses étuis à tricoter, elle a tricoté des petits chaussons pour le bébé, son aiguille, et elle a brodé comme ça des petits draps pour mettre sur le lit, et de belles petites chemises pour le futur bébé. Au début, son ventre, il était rond, vous savez, comme une cerise. Et puis après, son ventre a grossi, il est devenu gros comme une poire. Et au bout de 9 mois, son ventre, il était là, gros comme un melon. Et c'est là qu'elle a mis au monde son petit bébé. C'était un petit garçon. Alors vous vous doutez que ce bébé-là, qu'elle tenait là dans ses bras, c'était le plus beau bébé du monde. Et ce bébé-là, il faut que je vous dise, il n'était pas plus grand que le pouce. Comment l'appeler? On va le trouver, Ils l'ont appelé Petit Bonhomme. Ah bon, Petit Bonhomme. Mais c'est que le lit que le papa avait fait là, il était beaucoup trop grand pour Petit Bonhomme. Mais lui, c'était un bon bricoleur, alors il a scié, raboté, collé, poncé, hop. Le lit était juste à la taille du petit bébé. Et puis la maman, elle a tricoté, elle a brodé, et tout allait bien. Sauf pour le biberon. Parce que le biberon, il était beaucoup trop grand pour Petit Bonhomme. Mais vous savez, les mamans, quand il y a un problème, les mamans, elles ont toujours des solutions. Et bien cette maman-là, elle a acheté un biberon pour le poupée. Et puis elle a donné du lait à son petit bébé. Alors Petit Bonhomme, il a du lait, vous savez, il a grandi. Encore du lait, il a grandi. Encore du lait, il a grandi. Et bientôt là, Petit Bonhomme, il savait s'asseoir. Et puis après, Petit Bonhomme, il tenait debout. Puis après, Petit Bonhomme, il a appris à marcher. Et bien, il a appris à parler, Petit Bonhomme. Et quand il savait parler, Petit Bonhomme, lui, il posait toujours des questions qui commençaient par « Pourquoi ci? Pourquoi ça? Pourquoi ceci? Pourquoi cela ?» Bon, ben, les parents, eux, ils répondaient « Parce que ci, parce que ça, parce que ceci, parce que cela. » Et même que quelquefois, moi je vous dis, les parents, ils ne savaient pas répondre. Puis après, Petit Bonhomme, il a continué à grandir. Ah, puis alors, les enfants, là, Petit Bonhomme, oui, il a eu votre âge. Vous savez, l'âge où, quand on commence à faire quelque chose, on doit le faire jusqu'au bout. Et là, ses parents ont dit à Petit Bonhomme, ah, tu sais, Petit Bonhomme, tu as grandi. Nous, on te fait confiance. Demain, tu vas préparer ton petit déjeuner tout seul. Oh, Petit Bonhomme, il était vraiment content. Et le lendemain matin, quand Petit Bonhomme, il s'est réveillé, quand Petit Bonhomme, il est sorti de ses rêves, quand Petit Bonhomme est sorti de son lit, et quand il est sorti de son pyjama, et quand il est rentré dans ses vêtements, eh bien, Petit Bonhomme est allé dans la cuisine. Alors là, il a ouvert le placard, il a pris son bol, il l'a mis sur la table, il a un tiroir, sa cuillère, son couteau, sur la table. Ah, il a ouvert en bas. Il a pris la confiture de fraises faite par sa mamie. Il a pris le pot de Nutella, il a pris le pot de miel, il est allé dans le frigo. Alors là, il a pris la bouteille de lait, il a mis sur la table, il a pris le beurre, et puis il a ouvert la bûche à pain. Pas de pain. Oh, il a cherché encore dans le placard. Pas de pain. Il a cherché en bas. Pas de pain. Oh ben, Petit Bonhomme, ben, il est sorti dans la rue. Il a longé le trottoir et il est allé chez le boulanger. Il a ouvert la porte, il est entré, il a dit « Boulanger,
donne-moi du pain. Parce que tu sais, boulanger, moi, j'ai faim. Oh, oh, qu'il a dit le boulanger, dis donc, petit bonhomme. D'abord, on dit bonjour. Puis tu sais, moi, le pain, je le donne pas, je le vends. Ah, c'est comme ça que je gagne ma croûte, hein. Oh, il a dit petit bonhomme, mais moi, j'ai pas de sous. Oh, j'ai pas de sous. Bon, attends, il a dit manger, attends un peu, on peut s'arranger. Donne-moi de la farine, et je te donnerai du pain, petit bonhomme. Pas de la farine. Ah, on va trouver de la farine. Oh, puis petit bonhomme, il savait que tout en haut de la colline, là-bas, il y avait un moulin. Alors, petit bonhomme, il a couru là-haut. Mais quand il est arrivé, oh, les ailes du moulin, elles étaient arrêtées. Et pire que ça, le meunier, il dormait là, au pied du moulin. Oh, meunier, réveille-toi, meunier. Oh, meunier, donne-moi de la farine. Je la donnerai au boulanger qui me donnera du pain parce que tu sais, moi, j'ai faim. Le meunier, il a ouvert un œil, il a ouvert l'autre, il a dit, dis donc, petit bonhomme, la farine. Oh, mon moulin est arrêté, je n'ai plus de farine. Donne-moi du blé. Et moi, je te donnerai de la farine. Et la compagnie du blé. Oh, mais du blé, ça on en trouve chez le fermier. Alors, petit bonhomme, il a couru à la ferme. Et il a trouvé le fermier. Il était devant l'étable. Alors lui, il avait ses pieds dans ses bottes, sa tête sous sa casquette, et il était là, appuyé sur sa fourche. Alors, petit bonhomme lui dit, fermier, oh fermier, s'il te plaît, donne-moi du blé. Je le donnerai au meunier qui me donnera de la farine. Que je donnerai au boulanger qui me donnera du pain. Parce que moi j'ai faim. Oh, qu'il a dit le fermier, du blé. Bah, petit bonhomme, du blé. Bah, le blé, il faut le faire pousser, petit bonhomme. Hein. Oh. T'as qu'à me donner du crottin. Tu sais me donner du crottin, moi, je te ferai pousser. Du crottin. Oh, mais crottin, ça, petit bonhomme, il savait où trouver. Parce qu'en venant à la ferme, il était passé là devant la pâture, et là, il y avait un cheval. Mais pas n'importe quel cheval. Ce cheval, il avait des grosses pattes. Mais alors, ce cheval, il avait aussi des grosses fesses. Et ça, c'était la bonne adresse. C'est un petit bonhomme. Alors, cheval, s'il te plaît, cheval. Donne-moi du crottin. Je le donnerai au qui me donnera du que je donnerai au qui me donnera de la farine que je donnerai au qui me donnera du parce que moi j'ai faim. Oh, qui m'a dit le cheval, du crottin. Tiens que pour faire du crottin, faut que je mange. Regarde là, l'herbe, elle est sèche. Toute sèche, il n'y a plus rien à manger, quoi. Oh, donne-moi de l'herbe bien verte, hein, je te ferai du crottin. Oh, petit bonhomme, vous savez, il a regardé, hein. C'est vrai, l'herbe, elle était sèche. Et pire que ça, la terre, là, elle était toute craquelée, toute fissurée. Il avait bien un trou. Et le petit bonhomme, il a pensé que c'était l'oreille de la terre. Alors, le petit bonhomme, il a dit, terre, fais pousser de l'herbe. Je la donnerai au cheval, qui me donnera du crotte, que je donnerai au, qui me donnera du, que je donnerai au, qui me donnera de la, que je donnerai au, qui me donnera du, parce que moi j'ai faim. Mais je veux bien, mais moi j'ai soif. Donne-moi de l'eau. Je ferai pousser de l'herbe. Bon, ça, l'eau, c'était facile à trouver. Hein. Il y a des rivières là-bas. Alors, petit bonhomme, il est allé à la rivière. Oh, ben, celle-là. Elle se la coulée douce dans son lit. Alors, petit bonhomme, il lui a dit, mais dis donc, rivière, est-ce que je peux prendre un peu de ton eau? Oh, il a dit, la rivière, moi, je veux bien, mais tu peux pas m'aider à faire mon lit. Alors, là, petit bonhomme, tout de suite, il a aidé la rivière, hein, mais il a eu du travail, hein, parce que sur les berges de la rivière, là, oh, il en a ramassé des choses,
avait des papiers de bonbons, des bâtons de sucette, des chewing-gums, des bouteilles en plastique, des vieux papiers, des vieux chiffons, des cadenas, enfin, il y a toutes sortes de choses. Puis le il a tout ramassé. Et puis après, il est rentré dans la rivière. Et là, il a enlevé, vous savez, toutes les branches et toutes les feuilles mortes là, qui faisaient des barrages. Et il a même rangé tous les galets au fond de la rivière. Ah, ça a été un sacré travail, je vous le dis. Et là, la rivière lui a dit, bah, serre-toi, petit bonhomme. Ouais. Mais avec quoi? Il n'avait pas de seau, petit bonhomme. Ben, heureusement, hein, il avait un chapeau, petit bonhomme. Alors, petit bonhomme, il a pris son chapeau, il l'a rempli d'une grande chapeautée d'eau et il a arrosé la tête. Encore. Alors, une deuxième chapeautée d'eau et il a arrosé la tête. Encore. Une troisième chapeautée d'eau et il a arrosé la tête. Merci, Claire. Et l'air s'est mise à pousser, à pousser, à pousser. Vous savez, une air toute verte, toute épaisse, bien grasse. Et là, petit bonhomme, il a cueilli une grande brassée d'herbe et il a porté au cheval. Merci la terre. Et là, le cheval mâche, route, mâche, route, mâche, route de son ventre, mâche, route. Tout d'un coup, puis le bonhomme, il a vu que la queue du cheval. Alors, petit bonhomme, il a couru derrière le cheval. Oh, ça, vous les enfants, vous ne les faites pas. Hein. C'est dangereux. Le gros-gars est arrivé, mais il n'avait toujours pas de seau. Mais oui, il avait un chapeau, alors il a pris le chapeau, et il a mis ça, hop, et là, pof, 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 tout manque, pof, tout puant, pof, tout puant, il tombait dans le chapeau. Il en était plein, le chapeau de Gros-Gras. Ah, merci cheval. Et là, petit bonhomme, il a couru chez le fermier. Il lui a donné le Gros-Gras. Et le fermier lui a donné du blé qu'il a porté chez le blé. Il lui a donné de la farine qu'il a donné au boulanger. Il lui a donné du pain. Vous auriez vu ce pain. Un pain, oh là 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 là, un beau pain tout rond, tout croustillant, tout doré. Et là, il a rentré chez lui en courant. Puis il était temps parce que la nuit commençait à tomber. Oui, ça a pris toute la journée. Et une fois arrivé chez lui, là, petit bonhomme, il a coupé le pain en deux, il a mis un morceau de côté, et dans l'autre, il a coupé une tartine, deux tartines, trois tartines, quatre tartines, et là, il avait faim. Et sur la première tartine, il a mis de la confiture faite par sa grand-mère, la confiture de fraise. Sur l'autre tartine, du Nutella. Sur l'autre tartine, du miel fait par les abeilles. Et sur la dernière, du beurre. Et petit bonhomme, il a mangé, il s'est régalé, petit bonhomme. Il est fatigué, petit bonhomme. Alors il est allé se coucher, petit bonhomme. Et moi, je peux vous dire qu'il a bien dormi jusqu'au lendemain. Et cric et crac, l'histoire est finie. Eh bien, Catherine, figure-toi que ce jour-là, Saint-Pierre avait accompagné son maître sur la terre.
Mais pas n'importe où sur la terre, non, non. Ici, dans notre région, pas très loin, là, du côté de Villequier. Faut dire que le bon Dieu, ce jour-là, il avait un boulot, je vous dis pas. Fallait qu'il visite les malades. Il fallait qu'il aille voir les gens qui avaient perdu leur emploi. Ceux qui étaient embêtés par toutes sortes de tracasseries. Enfin, vous savez, le bon Dieu, il avait affaire, et il n'avait pas arrêté de la journée. Saint-Pierre, lui, quand il a été à peu près 6 heures du soir, il avait faim, ça lui faisait des gargouillis là dans son ventre. Il s'est dit, je vais aller préparer le repas. Il est rentré dans sa maison, il a préparé les légumes, et justement, il avait été dans une ferme, pas très loin de chez toi. Il dort là derrière, tu sais, la ferme où on va chercher le lait. Et là, il avait un beau poulet. Oh, mais alors, vous savez, un poulet de ferme, hein, pas de ces poulets de chiquette comme on achète au supermarché. Non, un vrai bon poulet. Alors, Saint-Pierre, il a cuisiné son poulet, il l'a arrosé convenablement, mais il regardait la pendule. C'est que son maître ne revenait pas. Et le poulet, mais il allait être carbonisé dans le four. Comment faire? Alors, il avait réduit le feu, hein, vous vous en doutez, mais bon, il s'interrogeait, mais comment vais-je présenter mon poulet? Il restera plus de sauce. Oh ben, il a eu une idée. Ben, je vais le sortir du four, je vais le poser là sur l'évier, puis je le remettrai au chaud quand le bon Dieu reviendra. Bon, c'est que, en sortant le poulet du four et en le posant là dans l'évier, ses doigts sont allés dans la sauce. Ben, il a fait comme tout le monde, Saint-Pierre, hein, il a léché ses doigts. Mais la sauce, elle était bonne, mais qu'elle était bonne. Ça lui a fait quelque chose là dans l'estomac, quelque chose d'irrésistible. Je ne sais pas si vous connaissez cette sensation-là. C'est terrible, hein. Ben, Saint-Pierre, il était là dans le poulet, il a attrapé la patte du poulet, il a tourné, et il l'a mangé en 3 bouchées. Et puis l'os, oh ben, il est à la poubelle. Mais c'est que le poulet, il n'avait plus d'allure avec une seule patte. Hein. Bon, Saint-Pierre, il l'a mis sur le côté comme ça, il l'a bien arrosé, et puis il l'a remis au four. Oh ben ça tombait bien, il a entendu son maître arriver. Oh ben il était top, ça. Alors le bon Dieu, quand il est arrivé, s'est lavé les mains, il s'est installé, on a récité le bénédicité. Saint-Pierre, il a servi un bon potage. Et puis après le potage, il y avait des pommes de terre avec le poulet. Oh, le poulet, il sentait bon, ça sentait partout, ça sentait bon. Alors Saint-Pierre est allé au four, il a sorti le poulet, il a apporté le poulet sur la table, et à ce moment-là, le bon Dieu qui dit, dis donc Saint-Pierre, donne-moi dans la fourchette et le couteau, je vais le découper. Oh non, qu'il a dit Saint-Pierre, non, Seigneur, vous êtes très fatigué, non, je vais le faire moi-même. Saint-Pierre, passe-moi le couteau et la fourchette, je te dis que je veux découper le poulet. Vous savez, quand le bon Dieu commande quelque chose, c'est difficile de lui résister. Alors, Saint-Pierre, il était bien embêté, mais il a donné les ustensiles. Et c'est à ce moment-là que le bon Dieu, il a froncé les sourcils comme ça. Il a piqué le poulet avec sa fourchette, il l'a levé. Oh, ben ça alors, il n'a qu'une patte. Oh, ce n'est rien, dit Saint-Pierre. Dans notre région, près de Chauny, Monseigneur, vous ne vous en rappelez plus, mais vous avez créé des poulets qui n'avaient qu'une patte. Moi, il a dit le bon Dieu, moi j'ai créé des poulets qui n'avaient qu'une patte. Ah oui, qu'il a dit Saint-Pierre, à Villequier, tous les poulets dans les pattes. Ça alors, bon, ils ont mangé le poulet, ils se sont régalés. Il y avait bien de la sauce encore, alors ils en ont mis sur les pommes de terre, puis ils ont mangé un bout de fromage. Et Saint-Pierre, tout gêné, dit au bon Dieu, Seigneur, vous savez, si vous le désirez vraiment, je peux vous emmener au poulailler là-bas derrière. Et là, vous verrez que je n'ai pas menti, les poulets ont réellement une patte. Bon Dieu, il a fini son fromage, il a plié sa serviette, et puis il a regardé Saint-Pierre, puis il lui dit, on y va au poulailler. Bon, ils sortent de la pièce, ils contournent la maison,
Ils arrivent derrière. Saint-Pierre, il avait une chandelle à la main, hein, en celle-ci, là. Il éclaire vaguement le poulailler. Effectivement, toutes les poules étaient sur une patte. Et Saint-Pierre dit, oh mon Dieu, vous voyez, Seigneur, vous avez sûrement oublié, mais ici, les poulets n'ont qu'une patte. Alors là, Saint-Pierre, il était tellement époustouflé, il a écarté ses bras, il a tapé dans ses mains comme ça très fort. Il fait, oh, ça alors! Ça a réveillé toutes les poules. Ils se sont mis à capter, à jacasser, à s'ébrouer et à se déplier. Alors là, Saint-Pierre, il était mais plus rouge que la crête d'un coq, rouge comme le pantalon. Le bon Dieu, il a regardé Saint-Pierre et lui a dit, eh ben Saint-Pierre, qu'est-ce que ça veut dire? Oh, Seigneur, a dit Saint-Pierre, vous êtes trop bon, vous ne pouvez pas vous empêcher de faire des miracles. Tenez, tout à l'heure, quand j'ai apporté le poulet sur la table, si vous aviez tapé comme ça dans vos mains, oh ben le poulet, il se serait envolé avec une place. Et cric et crac, poulet envolé, histoire terminée. Dis-moi, Christiane, oui, parler. Ça ne fait pas cuire le riz. Ah, ben ça tombe bien parce que mon histoire, elle vient de Chine. Mais c'est bien avec les contes parce qu'on voyage. On était à Viquier, on part là-bas en Chine. Eh bien, il y avait autrefois, mais il y a cela bien longtemps, dans la Chine du Sud, une jeune fille qui s'appelait Lu Qiang. Et Lu Qiang, elle était orpheline, elle était domestique chez monsieur et madame Chou. Et monsieur et madame Chou, ils avaient d'immenses champs de canne à sucre. Ils avaient de grandes plantations de thé. Ils avaient des rizières qui s'étendaient à perte de vue. Alors, comme vous le voyez, monsieur et madame Chou, ils étaient riches. Très, très riches. Mais ils étaient aussi avares que riches. Ils comptaient tout, ils surveillaient tout. Ils avaient toujours peur qu'on les vole, monsieur et madame Chou. Mais ils n'étaient pas seulement avares, ils étaient bêtes. Puis ils étaient méchants. Surtout avec les gens, les personnes pauvres et sans défense, comme Lu Qiang. Il lui parlait toujours méchamment. Tenez, quand madame Chou est demandé à Lu Qiang de lui gratter le dos ou lui frotter le dos, oh là, c'était pas Lu Qiang, qu'est-ce que tu veux me gratter, me frotter le dos? Non, c'était en haut, en bas, à droite, à gauche. Plus fort que ça, je ne sens rien. Elle va m'arracher la peau, cette imbécile. Mais pourtant, vous savez, Lu Qiang, elle essayait toujours de faire de son mieux. Elle était douce et gentille. Mais vous savez, les choux. Ah, les choux. Et puis, elle essayait toujours de faire de son mieux, même de porter des pierres brûlantes. Vous savez me dire à quoi ça servait? Eh bien, figurez-vous que dans cette région de Chine, à l'époque, eh bien, on cuisinait, on faisait chauffer des pierres plates dans le poêle. Alors, on les faisait chauffer très très fort, hein. Et puis après, on les sortait, et puis là, on cuisinait dessus. On mettait le poulet, le poisson, les légumes. Chez les choux, c'était pareil, hein. Seulement, monsieur Chou, ce cher monsieur Chou, avait de l'odorat délicat. Il ne supportait pas les odeurs de cuisine. Alors, Lu Qiang, eh bien, elle devait aller cuisiner dehors. Elle devait porter les pierres brûlantes dehors. Ah, c'était lourd, hein? C'était fatigant, hein? Mais si elle se plaignait, alors là, monsieur Chou, il entrait dans une rage folle. Il disait, je me fiche pas mal, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, ou que le soleil brûle, ce que je veux, c'est ne rien sentir du tout. T'as compris, Lu Qiang? Lu Qiang, elle faisait comme elle dit, comme il disait. Elle transportait les pierres brûlantes dehors, devant la maison. Je vous l'ai dit, hein, c'était lourd, c'était fatigant. Et puis
c'était dangereux, mais au fond, elle aimait encore mieux aller cuisiner dehors. Et vous savez pourquoi? Parce que là-bas dehors, elle pouvait chanter. Elle pouvait chanter autant qu'elle voulait. Et puis, Lukiang, elle aimait chanter. Et à l'intérieur de la maison, ses maîtres lui interdisaient. Vous voulez savoir pourquoi ils lui interdisaient? Ben, simplement parce que Lukiang, elle avait une belle voix. Et puis que Madame Chu, elle était jalouse parce qu'elle chantait comme une casserole. Et Monsieur Chu, il disait rien, lui. Vous savez, il ne voulait jamais contrarier sa femme. Hein. Alors quand elle disait « Lukiang, tu ne chantes pas », il disait tout pareil. Bon, vous voyez, hein, Lukiang, elle n'était pas à la fête tous les jours, hein, chez Monsieur et Madame Chu. Et pourtant, eh ben, elle se plaignait jamais. Elle était toujours de bonne humeur. Et puis, elle disait jamais rien. Et Monsieur et Madame Chu, quand il ne trouvait rien à redire sur son travail, vous savez ce qu'il faisait? Il se moquait d'elle. Bon, il faut dire qu'elle n'était pas bien jolie, hein, Lukiang. Mais il lui disait, Lukiang, tu es laide. Oh, jamais il ne lui aurait dit, oh Lukiang, tu es gracieuse. Et pourtant, quand elle marchait, elle avait la légèreté d'un nuage. Et quand elle riait, on aurait dit des cloches de cristal qui tintaient. Et puis quand elle chantait, alors là-bas, dans les rizières, les paysans, ils s'arrêtaient pour l'écouter. Et voilà qu'un soir, Monsieur et Madame Chu, ils ont donné un repas en l'honneur d'un mandarin. Alors à l'époque, un mandarin, c'était un homme important. Monsieur et Madame Chu, ils avaient mis leurs plus beaux habits. Monsieur Chu, il avait noué ses cheveux en forme de chignon. Enfin, c'était la coutume à l'époque hein, pour les hommes. Il avait même mis dedans, il avait planté une épingle en or. Madame Chu, elle avait attaché autour de son cou le plus beau de ses colliers de jade. Et partout dans la maison, il y avait des lanternes rouges qui étaient allumées, les lanternes de la fête. Et partout dans la maison, il y avait des bouquets d'orchidées. Et Monsieur et Madame Chu, ils avaient vraiment caché des musiciens. C'est pour vous dire hein, que ce soir-là, les Chu, ils n'avaient pas regardé à la dépense. Hein. Et puis des plats. Voilà. Des plats. En veux-tu, en voilà. Il y avait du poulet à la menace. Il y avait des midi-rondelles. Des pousses de bambou au miel. Des crêpes fourrées à la mangue. Oh, vous vous seriez régalés. Et pendant la fête, il y a une vieille mendiante, affamée, qui est venue frapper à la porte et elle venait demander quelque chose à manger. Mais les Chu, ces deux monstres, ils l'ont chassée. Et Lukiang, elle a été émue par la vieille femme. Alors elle a couru après elle, elle lui a dit de l'attendre à l'entrée de la forêt, qu'après la fête, elle viendrait lui apporter à manger. Et bien c'est ce qu'elle a fait, hein. Parce qu'une fois la fête finie, que les Chu sont partis au lit, eh bien Lukiang, elle a mis dans un panier quelques restes de la fête, sans faire de paix, elle a ouvert la porte, et puis elle est sortie, elle a couru vers la forêt. Et là, la vieille mendiante, elle l'attendait. Lukiang, elle lui a donné le panier avec les restes. Elle allait s'en retourner, mais là, la vieille femme, elle dit, pour te remercier, Lukiang, je vais te révéler un secret. Quand tu iras chercher du bois dans la forêt, tu marcheras jusqu'au petit lac au bambou. Baigne-toi dans l'eau petite, et tu ne le regretteras pas. Et un nuage de brume entourait la vieille femme, et elle a disparu dans la nuit. Le lendemain matin, Lukiang, elle était à peine réveillée, que Madame Chu, elle s'est mise à hurler. « Lukiang, il n'y a plus de bois pour allumer le poêle. Qu'est-ce que tu attends pour aller en chercher? Que la forêt vienne à toi? Allez, dépêche-toi. Oh, vous savez, je ne sais pas ce que vous auriez fait. Hein. Mais alors Lukiang, elle a obéi. Elle est partie dans la forêt, elle a marché. Et là, elle s'est souvenue des paroles de la vieille mendiante. Elle a marché jusqu'au lac au bambou.
L'eau était fraîche. Il y avait des fleurs de lotus qui flottaient à la surface. L'eau, quand elle s'est baignée, elle était bien. Oh, elle chantait. Et puis, quand elle est revenue sur la berge, elle a voulu recoiffer ses cheveux. Elle s'est penchée au-dessus de l'eau, mais là, dans le miroir de l'eau, il y avait une belle jeune fille avec des cheveux noirs qui entouraient un visage aux traits réguliers, des yeux en amande, une peau de pêche. Vous l'avez compris, hein? Lou Kiang, elle était devenue belle, belle comme le jour, belle comme un bouton de rose, tellement belle que le soleil, quand il l'a vue, il est tombé aussitôt amoureux d'elle. Moi, Lou Kiang, elle s'est rappelé qu'elle devait rapporter du bois à la maison. Alors vite, elle a fait un fardeau, elle l'a mis sur son dos, et puis elle est retournée chez les Chou. Seulement, quand elle a ouvert la porte, les Chou ne l'ont pas reconnue. Ils ont dit, mais comment osez-vous entrer chez nous? Nous ne vous connaissons pas. Tiens, mais vous portez les vêtements de notre domestique, Lou Kiang. Oui, puisque c'est moi, Lou Kiang. Alors là, ils ont reconnu leur savoir. Hein. Ils l'ont regardé, bouche bée, éblouis par sa beauté. Maintenant, quand ils ont repris leurs esprits, ils lui ont dit, qu'est-ce qui est arrivé? Dépêche-toi de nous raconter, et vite. Lou Kiang, elle a tout raconté, hein. Dans les moindres détails. Les conseils de la vieille mendiante, le lac au bambou, les fleurs de lotus, et surtout les pouvoirs magiques de l'eau du lac au bambou. Ils ont écouté. Mais Lou Kiang, elle avait à peine fini de raconter qu'ils se sont sauvés dans la forêt. Pour aller où, à votre avis? Alors, à la Mars, c'est le lac au bambou. Oui, pour aller au lac au bambou. Ils voulaient retrouver la jeunesse et la beauté. Ah, seulement rien ne s'est passé comme prévu. Parce que quand ils sont arrivés au lac au bambou, ils se sont baignés, ils sont entrés dans l'eau. Alors, l'eau, vous vous souvenez, l'eau était limpide. Elle s'est transformée en boue qui sentait mauvais. Puis les fleurs de lotus, c'est joli, hein, les fleurs de lotus. Et bien, quand ils ont vu Monsieur et Madame Chou, ils se sont fanés. Et pourtant, les Chou, ils sont restés là un bon moment, hein, ils voulaient que ça fasse effet. Et pendant ce temps-là, Lou Kiang, Lou Kiang, elle avait repris son travail. Hein. Elle préparait le déjeuner. Elle se disait que peut-être, si ces maîtres, ils allaient se baigner dans le lac au bambou, peut-être qu'ils allaient devenir gentils avec elle. Elle a transporté les pierres brûlantes devant la maison. Vous vous souvenez, hein, c'était l'ordre de Monsieur Chou. Mais elle les avait à peine posées qu'elle a entendu un grognement. Elle a levé la tête. Et bien là-bas, à la lisière de la forêt, elle a vu deux grands singes. Mais attention, hein, pas des petits singes tout mignons, tout rikiki comme des whisky hein. Non, deux grands singes noirs. Et ils avaient l'air tellement féroces. Ils venaient, ils couraient vers elle. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Elle a couru à la maison, elle s'est enfermée à clé. Hein. Il était temps parce que les singes sont arrivés. Ils ont tambouriné à la porte, ils voulaient entrer. Alors, Lou Kiang, elle a passé, elle a regardé par trop de la serrure. Oh, c'était étrange. Hein. Parce que le mâle, il était énorme, surtout le ventre. Elle aurait dit le ventre de Monsieur Chou. Et puis là, au sommet de sa tête, dans les poils, il y avait une épingle dans le bord. Comme celle que Monsieur Chou, il mettait dans son chignon. Et la femelle, elle avait autour du cou quelque chose de vert. On aurait dit un collier de jade. Le même que celui de Madame Chou. Vous l'avez deviné. Hein. Monsieur et Madame Chou, ils avaient été transformés en singes. Quand ils étaient sortis du lac au bambou, ils avaient vu leurs bras, leurs jambes se recouvrir de poils. Mais pas des poils tout piqués, hein, des longs poils noirs.
Alors ils avaient essayé d'appeler au secours. Ah oui, mais c'était des grognements qui sortaient de leur gorge. Alors ils avaient couru vers leur maison pour se venger de Lou Tiang. Et là, dans la maison de Lou Tiang, elle tremblait comme une feuille. Et voilà qu'elle a vu apparaître la vieille mendiante. Et la vieille mendiante lui a dit: n'aie pas peur, petite. Tes maîtres n'ont eu que ce qu'ils méritaient. Et quand elle parlait, ses rides s'effaçaient. Et c'est la fée du lac au bambou qui était devant Lou Tiang. La fée a pris la main de Lou Tiang, elle l'a emmenée jusqu'à la fenêtre, et là les deux singes. Ils étaient tellement fatigués qu'ils s'étaient arrêtés de tambouriner et puis de grogner. Vous voulez s'asseoir? Comme devant la maison, les seules choses plates qu'il y avait, c'était les pierres blanches. Ils se sont assis dessus. Ils se sont vite redressés, mais trop tard. Ils avaient les fesses brûlées, ils avaient le derrière brûlé. Fou de douleur, ils se sont sauvés dans la forêt. L'histoire raconte qu'on ne les a jamais revus. Mais l'histoire raconte aussi que Lou Tiang, elle a vécu heureuse dans la maison de Chou. Et l'histoire, elle raconte aussi que c'est depuis ce jour-là que certains singes ont le derrière rouge. On les appelle des babouins. Enfin, c'est ce que raconte cette légende qui nous vient de Chine. Croyez-moi, ou pas, mais mon histoire, elle s'arrête là. Mais il y a longtemps de ça, quand le château était encore habité. Et puis en bas de Coucy, là, il y avait des petites maisons de paysans. Et c'est là que vivaient cet homme et cette femme. Pour lui c'était un brave homme, mais elle, c'était une bavarde. Une véritable pie, un moulin à marron. Dès qu'elle savait quelque chose, il fallait qu'elle le raconte. Alors elle allait chez sa voisine, l'autre voisine, elle faisait tout le tour du village. Mais si encore elle avait raconté ce qu'elle savait. Mais non, chaque fois qu'elle passait d'une maison à l'autre, comme ça, elle rajoutait un petit détail. Si bien que sa toute petite histoire, vous savez, et ben quand elle avait fait le tour du village, c'était devenu une incroyable aventure. Et lui, un jour, il est allé dans la forêt chercher
chercher du bois mort, vous savez, pour allumer le feu. Et là, tout en ramassant son bois, il a mis son pied sur un tout petit tas de terre, là, et son pied, il s'est enfoncé. Il connaissait bien le terrain, ça c'était bizarre, hein, son pied s'enfonce comme ça dans la terre. Alors il a pris un morceau de bois, une branche, il a gratté comme ça dans le trou, et il a entendu un râlement. Il s'est baissé, il a gratté la terre, oh, il en a sorti un petit coffret. De l'or, des pièces d'or. Oh, de l'or, il n'en avait jamais eu de sa vie. Ah, de l'or, ça c'était toujours de chance. Et c'est là qu'il a pensé à sa femme. Il ne pouvait pas ramener l'or à la maison. Elle allait le dire à tout le monde. Alors, il a mis le coffret là dans le trou, il a mis de la terre par-dessus, et il a mis tout le bois mort qu'il a ramassé par-dessus. Et il est rentré chez lui. Oh elle était en train de faire des crêpes pour le repas du soir. Il était là, il a tourné en rond dans la maison, mais il ne lui a rien dit. Hein. Et puis ils se sont mis à table, ils ont mangé la soupe, ils ont mangé des crêpes, et puis là ils ont parlé de tout, de rien, de la pluie et du beau temps, mais en tout cas, ils n'ont jamais parlé d'or. Et le lendemain matin, lui, il s'est levé de bonne heure. Elle dormait encore. Il est passé par la cuisine et il est resté quelques crêpes là. Alors il a pris les crêpes, il les a mises dans son sac, il est sorti par la petite porte de derrière, il a traversé le jardin. Là, alors, quand il est passé devant le clapier, il y avait une peau de lapin qui séchait. Il a pris la peau de lapin, hop, dans son sac. Il a fini de traverser le jardin, il a ouvert la petite barrière, et là, il a longé, vous savez, l'étang. Mais cet étang-là, il appartenait au Seigneur. Et là, il a pêché, enfin, braconné. Il a pêché une truite. Oh! Ouais. Aussi vrai que je l'ai dit. Elle était comme ça. Bon, il a pris la truite à la main, il a continué son chemin, et là, il s'est engagé dans le petit chemin qui longe la rivière et qui va dans la forêt. Et tout le temps marchant, il prenait les crêpes dans son sac et il léchait comme ça dans les buissons. Et les crêpes, elles restaient bien accrochées. Puis, il a continué et il est arrivé près du grand sapin. Vous l'auriez vu, il a grimpé là tout en haut du sapin et il a attaché la truite, bien en vue. Il est redescendu, il a continué son chemin là, en longeant la rivière. Là, il s'est arrêté. C'est-à-dire, il ne passait jamais là sans s'arrêter. Parce que cet homme-là, il adorait manger des anguilles. Et il avait toujours une nasse dans l'eau. Alors, il a relevé la nasse. Oh, il n'y avait rien. Il a pris la peau de lapin, et dans la nasse, et il a remis la nasse à l'eau. Et il est rentré chez lui. Là, elle était réveillée. Il lui a dit, oh tu sais, je suis allée dans la forêt, je vais ramasser du bois mort ce matin, et puis j'ai trouvé... Oh mais ce que je suis bête, mais à toi je peux pas le dire, tu vas le raconter à tout le monde. Mais si, mais dis-moi ce que tu as trouvé, je dirai rien à personne. J'ai trouvé... Oh non, je peux pas te le dire. Dans 5 minutes, là, je vais chez la voisine. Promis, juré, je ne dirai rien à personne. Écoute, dans la forêt, j'ai trouvé un coffret. Dedans, il y a de l'or. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Mais qu'est-ce qu'on fait là? Mais dépêchons-nous, allons chercher cet or. Bon, t'as promis, hein? Tu ne dis rien à personne. Promis, qu'elle a dit. Et voilà qu'il passe le seuil de la porte. Là, il s'arrête, il dit quand même, hein, fais bien attention à ce que tu vas dire. Oh, qu'elle a dit, je dirais tout pareil que toi, hein, qu'elle a dit.
pas hein, qu'il a dit ben, cette nuit, il est pas celle-là. Il a plus des crêpes, le plus bas. Il a dit plus des crêpes. Ça alors. Oh, ben maintenant, voilà pas qu'il pousse une truite en haut du sapin. Oh, ben ça alors. Une truite là. Alors lui, il a fait mine d'être étonné, il a grimpé en haut, il a défait la truite, il est descendu, il a dit tiens, mets-la dans ton sac, on la mangera ce soir. Hein. Mais dépêche-toi, il a dit on va chercher l'or. Hein. Puis il marchait, il marchait. Oh, il pousse des truites en haut. Quel jour. Oh. Et c'est là, elle a vu qu'il s'arrêtait là. Oh ben là, elle n'a pas été étonnée, hein. C'était sa place de pêche. Il passait jamais là sans s'arrêter. Il a même roulé la nasse. Oh ben ça alors qu'elle a dit, t'as pêché un lapin. Quel lapin. Oh ben ça alors. Alors lui, il a pris le lapin, il l'a mis dans son sac, il a dit, on le mangera dimanche, hein, on fera un civet qui mange, il a dit. Eh bien, allez, hein. Quel or qu'il nous attend là-bas. Et il a continué son chemin. Elle a suivi derrière. Je vous assure, elle n'a pas eu peur. Quand même, mettez-vous à sa place, hein. Une plus de crêpe, une truite là-haut. Et maintenant, elle est là-bas. Enfin, quand ils sont arrivés là dans la forêt, oh, quand elle a vu le tas de bois mort, elle a compris où était l'or. Hein. Elle a couru, elle a pris le bois, elle a fait voler dans tous les sens, elle a gratté la terre, elle a sorti le coffret, elle l'a ouvert. Déjà, elle dépensait tout l'or. Oh là là. Mais lui, hop, il a fermé le coffret, il a dit putain, il s'est tard, il est temps de rentrer à la maison. La nuit va tomber. Et il a pris le chemin en sens inverse, alors il était toujours derrière, il a vu le jour d'essai, et c'est là qu'ils ont entendu des vaches. Elles meuglaient les vaches. Bon, c'était l'heure de la traite, hein. T'entends les vaches qu'elle a dit? Des vaches? Des vaches? Mais non, ce ne sont pas des vaches. C'est le Seigneur là-haut. Il se fait battre par les diables, il se fait rosser, c'est lui que t'entends crier, il se débat comme un diable. Les diables. Vraiment des diables. Elle continue à le suivre. Et puis à nouveau les vaches ont meublé. Oh, enfin quand même, je suis pas folle, j'entends bien des vaches quand même. Mais puisque je te dis que c'est le Seigneur là-haut qui se fait battre, c'est lui que tu entends crier. Alors là, moi je peux vous dire, elle n'a plus osé rien dire du tout. Qu'est-ce que vous voulez dire à ça? Alors elle a suivi son mari, ils sont arrivés à la maison, et la première chose qu'ils ont fait, cacher l'or. Et puis elle a cuisiné la truite, ils ont mangé la truite, ils se sont couchés, et le lendemain matin. Moi je suis sûre que parmi vous, il y en a qui pensent qu'elle est allée chez sa voisine. Hein. Eh bien, pas du tout. Ce jour-là, elle est restée chez elle, enfermée toute la journée. Elle n'a même pas ouvert sa fenêtre. Ni sa porte. Écoutez, cette journée-là, elle a été